Affaires étrangères des Émirats arabes unis. À présent, l'Assemblée entendra une déclaration de son Excellence Mohamed Yusuf Kaya, vice-président de la République d'Indonésie. Je prie le protocole d'accompagner son Excellence. Tengo el gran placer de dar la bienvenida al vicepresidente de la República de Indonesia. J'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue à son Excellence Mohamed Yusuf Kala. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madame la Présidente, d'emblée, qu'il me soit permis de vous féliciter au moment où vous assumez la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est un grand honneur pour moi de me trouver à cette tribune et de vous parler de la situation de mon pays au moment où l'organisation fête son 70e anniversaire et de considérer la voie vers la sécurité. Au moment de ce 70e anniversaire, l'ONU a atteint un âge mûr, le même âge que la République indonésienne cette année. En cette occasion, je souhaite souligner 3 points. Les réalisations de l'ONU au cours des 70 dernières années, la situation présente et la voie à suivre pour l'avenir. D'abord, je voudrais dire que ce 70e anniversaire est une bonne façon de faire le point, de regarder ce qui a été accompli depuis l'adoption de la Charte. L'ONU a adopté les objectifs de développement durable de l'après 2015 et à cet égard, je souhaite remercier sincèrement le secrétaire général de sa direction constante. Une autre réussite de l'ONU sont les opérations de maintien de la paix qui ont contribué à la paix et la sécurité. En effet, les efforts de l'ONU de prévention de conflits armés importants ou de les surmonter, cela a été particulièrement utile au cours des 70 dernières années. Actuellement, 100 000 personnels participent à 16 opérations de maintien de la paix dans le monde. L'Indonésie se targue d'être le 11e contributeur de policiers de contingent aux opérations de maintien de la paix, en déployant 2700 personnes, et mon pays est prêt à contribuer davantage encore à l'avenir. Entre-temps, la création du Conseil des droits de l'homme en 2006 a créé et établi un mécanisme d'examen par les pairs qui reflète les efforts collectifs des États membres visant à renforcer la coopération et les dialogues de promotion et de protection des droits de l'homme. Madame la Présidente, malgré ces accomplissements de l'ONU, nous ne pouvons baisser les bras car il reste encore de nombreux enjeux qui nous attendent. En ce moment, il y a encore de nombreux conflits armés dans le monde. La souffrance du peuple palestinien se poursuit et la réalisation d'une solution à 2 États continue de nous échapper. Le récent conflit à Gaza a causé plus de 2000 victimes humaines en déplaçant 5000. Les conflits sectaires, y compris l'État islamique, continuent de menacer la stabilité politique et causer une multitude de crises humanitaires, surtout au Moyen-Orient, notamment en Syrie, en Libye, au Yémen et ailleurs. Les conflits violents ont déchiré les pays et les nations, mais en Syrie, l'État islamique détruit ce qui reste d'une grande civilisation qui est notre patrimoine historique. Nous demandons si les Nations unies ont fait assez face à ces différentes stratégies qui se répètent. Le racisme, l'extrémisme violent, le terrorisme continuent de nous menacer.
gravement. L'Indonésie a toujours joué un rôle pour venir à bout de ces menaces en s'attaquant aux causes profondes, notamment le dialogue entre les confessions. En ce qui concerne également le terrorisme, le contre-terrorisme et en renforçant la coopération internationale. L'Indonésie a toujours été un bon exemple pour régler les conflits par la voie du dialogue et les moyens pacifiques. En août de cette année, nous marquons le 10e anniversaire de la signature des accords d'Helsinki sur Aceh, qui ont mis fin à 30 ans de conflits armés. Une fois de plus, nous rappelons et apprécions les contributions positives de l'Union européenne et de l'ANAS à travers leur mission de surveillance. C'est avec préoccupation que nous notons que peu de progrès ont été réalisés par la Commission du désarmement. Ce qui nous manque, c'est la volonté politique nécessaire pour aboutir au désarmement nucléaire. Le commerce des armes de petit calibre et légères, légales ou autres, demeure une industrie valant des milliards de dollars. Nous sommes témoins des déplacements humains les plus graves, de conflits sectaires et de crises humanitaires. Au cours des dernières semaines, nous avons vu un afflux sans précédent de réfugiés qui fuient la violence en Syrie et plus de 100 000 personnes y ont perdu la vie et ont recherché un refuge en Europe malgré les dangers et la misère rencontrée ce faisant. Et nous demandons également si les Nations unies ont une volonté politique suffisante pour s'attaquer à ces questions. Entre-temps, la disparité économique, la pauvreté, les inégalités dans le monde continuent de nous hanter. Chaque jour, plus de 800 millions de personnes dans le monde sont gravement mal nourries. Les nations riches, qui ne représentent que 20% à peine de la population mondiale, consomment 70% des ressources mondiales. Dans de nombreuses régions du monde, les femmes, les enfants, les jeunes, les personnes handicapées, les personnes âgées, celles qui vivent dans les conflits ou dans des situations de crise, demeurent marginalisées, ne sont pas touchées par les progrès du développement. 20 ans après la première conférence des parties de la Convention cadre des Nations unies sur le changement climatique, nous n'avons toujours pas conclu d'accord universel sur le changement climatique. Dans le contexte du commerce, nous n'avons pas encore enregistré de progrès ou de résultats concrets à la suite du programme de développement de Doha pour appuyer un système commercial basé sur les règles et un commerce multilatéral équitable. Ebola a gravement éprouvé notre système mondial. Il y a de nombreux problèmes, notamment causés par l'intolérance, le chômage des jeunes et l'urbanisation sans maîtrise. Tous ces défis sont relatifs au manque de progrès dans le cadre des réformes de l'ONU. Nous devons ensemble surmonter ces défis et les institutions telles l'ANAS peuvent nous aider à cet égard. Nous devons travailler ensemble pour aboutir à la paix et la prospérité pour nos peuples. Nous devons mettre un terme aux conflits et éliminer l'inégalité dans le monde. Nous devons arrêter la propagation du radicalisme et de l'extrémisme violent. D'urgence, nous devons aboutir à la réforme de l'ONU. Avec ses 196 membres actuels comparés à 60 en 1957, le système de l'ONU doit être toujours plus inclusif et mieux refléter les conditions géopolitiques actuelles dans le monde. En ce qui concerne la Palestine, nous devons assurer la naissance d'un État
palestinien souverain et indépendant. Nous devons assurer également la réalisation des ODD en temps opportun. Nous devons veiller à ce que les stratégies de développement mondial soient adaptées aux conditions et priorités nationales des pays concernés. Nous espérons que la conférence prochaine sur le changement du climat qui doit se tenir à Paris permettra d'aboutir à un accord que nous attendons de longue date pour que le réchauffement de la planète soit inférieur à 2 degrés. Nous demandons à l'ONU de travailler à travers des partenariats avec les mécanismes régionaux pour mieux relever les défis nationaux et régionaux. La NAS doit être engagée activement à ce processus. Et dans ce sens, nous avons créé le Centre asiatique africain en Indonésie en tant que suivi du sommet de 2015 entre l'Asie et l'Afrique en vue de revitaliser le partenariat entre nos deux continents pour promouvoir la paix et la prospérité. Enfin, pour conclure, le monde d'aujourd'hui dépend d'une organisation des Nations Unies qui va créer un ordre mondial et une paix ainsi qu'une prospérité équitable pour garantir la sécurité de la communauté mondiale et pleinement appuyer les principes des droits de l'homme consignés dans la Charte. À cette fin, nous avons besoin de l'appui de tous les membres. Au nom de l'Assemblée générale, je remercie Son Excellence le vice-président de la République indonésienne et